La masterclass m'a semblé être le plus simple. J'ai généré 15 appels en direct. Je mets vraiment des guillemets pour ceux qui nous écoutent parce que rien n'est simple, mais ça m'a semblé le plus simple et je me voyais pas forcément commencer tout de suite par un challenge, quelque chose de long et de prenant. C'était quoi le prix du Donc le prix programme? du programme, il est à 3 000 € et du coup, j'ai signé 15 clientes. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Clémentine, je suis trop content de te recevoir sur ce Merci. podcast pour l'épisode qu'on va faire aujourd'hui. Alors Clémentine, il faut savoir que on se connaît depuis à peu près 2 ans C'est parce vrai. qu'on a quelqu'un en commun qu'on suit, un client que j'avais par exemple, qui est Yacine. Ouais. Et du coup, je t'avais un peu perdu de vue parce que du coup à la base on se suivait sur Instagram et j'ai vu un post LinkedIn où tu faisais du building public, où tu partageais les résultats d'un lancement intéressant. J'ai vu les insights qui étaient intéressants dans ce post et je me suis dit tiens, ça il faut qu'on en parle sur un podcast Ok. avec toi. Déjà bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il Ouais, te plaît? avec plaisir. Déjà, merci Kevin pour ton invitation. Et du coup, pour me présenter pour ceux qui nous écoutent, moi c'est Clémentine. J'ai fondé la marque Destination Girl Boss et ma société CH Consulting. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes et plus précisément les assistantes virtuelles à vivre de leur activité, à réussir leur reconversion. J'ai accompagné une centaine de femmes aujourd'hui et mes expertises principales, ça va être la vente, la prospection et la communication sur Instagram et LinkedIn. Génial. Et je vous tease un petit peu, justement, on va essayer de sortir des sentiers battus, des stratégies de lancement, etc. On va parler un petit peu de prospection, donc accrochez-vous, prenez de quoi noter, prenez un cahier, prenez un stylo, parce que là, on va parler de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, ma première question, Clémentine, ça va être, du coup, tu as fait plus de 45 000 Ouais. € sur ton dernier lancement, ou avant-dernier, parce que j'ai vu que t'étais reparti en Et alors, lancement j'ai depuis. refait un lancement que je viens de clôturer, j'ai fait le même résultat là. Parfait, très bien, bon bah bravo. Ça c'est trop cool, bah du coup on va pouvoir en parler. Déjà, tu utilises toujours la stratégie de la masterclass, Oui, c'est bien tout ça? à fait. Pourquoi utiliser la stratégie de la masterclass et pas par exemple un challenge ou autre chose? Alors déjà, en fait, pour moi, ça a été nouveau de faire un lancement avec une masterclass. C'est-à-dire que avant là de faire c'est un nouveau programme qui s'appelle Assistante virtuelle destination reconversion. Si tu veux, je faisais des programmes, mon programme Destination Girl Boss, où j'apprenais en fait à vendre ses services, à prospecter, à générer des rendez-vous clients à mes clientes. Et souvent, j'avais 8, 10, 12 clientes. Et ça, je faisais que de la vente en naturel entre guillemets. C'est-à-dire que je faisais pas vraiment de lancement. Je faisais de la création de contenu, de la prospection et je vendais, je complétais toutes mes sessions comme ça. Sauf que là, j'ai créé un nouveau programme où je me suis associée du coup avec Héloïse Lanard, une de mes collaboratrices, qui est elle assistante virtuelle de métier, pour faire quelque chose de plus gros, où là, on accompagne vraiment nos clientes aussi sur la partie métier et pas que sur la partie vente. Donc, c'était ça, en fait, vraiment le changement. Et là, je voulais signer signer 15 clientes, c'était vraiment mon objectif. Et je me suis dit, ça suffit plus les stratégies que je fais actuellement. Donc, je vais réfléchir à comment je peux le faire. J'ai regardé un peu mes mentors, j'ai regardé un peu autour de moi. Et la masterclass m'a semblé être le plus simple. Je mets vraiment des guillemets pour ceux qui nous écoutent parce que rien n'est simple. Mais ça m'a semblé le plus simple et je me voyais pas forcément commencer tout de suite par un challenge, quelque chose de long et de prenant. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est pas simple de faire une masterclass, mais pour moi, c'est en termes de ROI énergie, c'est-à-dire l'énergie que tu vas déployer pour le même événement, la masterclass est quand même plus rentable parce que tu fais un événement, un live, et c'est tout, alors que le challenge, c'est 5 jours d'énergie, C'est quoi. ça, exactement. Est-ce que c'est ce que tu t'es C'est fait comme vraiment ce que je réflexion me aussi? suis dit, même si toutefois, j'écarte pas l'idée de faire un challenge une fois pour vraiment pour tester. Hein. Je pense que c'est possible que je le teste, voilà, pour essayer, voir les résultats que ça apporte. Mais j'ai pas voulu m'embarquer dans quelque chose que je maîtrisais pas pour commencer, quoi. Ok, super intéressant.
Du coup, j'ai déjà annoncé un petit peu les résultats que tu as eu en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 45 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de vente, ça donne quoi? C'était quoi le prix du Donc, le prix programme? du programme, il est à 3 000 euros. Et du coup, j'ai signé 15 clientes. Et en fait, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la masterclass, j'ai généré 15 appels en direct. Donc, j'ai vu mon calendrier, toutes les invitations, gling, 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 gling. Ça s'est vraiment passé Est-ce comme que ça. t'avais déjà eu cette sensation où t'as généré 15 rendez-vous d'un Alors, coup? non. Autant générer pas mal de rendez-vous, ça, j'y arrivais bien parce que je prospecte beaucoup. Et aussi par les lives Insta. Par contre, moi, je fais beaucoup de lives Instagram avec des clientes. Souvent, je génère des appels pendant les lives Insta. Mais dans cette quantité, ça m'était jamais arrivé. Ça fait quoi? Franchement, je me sentais trop forte. Je me disais, mais comment j'ai pu réussir à faire ça et tout. Non, franchement, j'étais trop excitée, trop contente. Ouais. Trop bien, bah c'est ce que ressentent aussi tous mes clients. Généralement, quand tu vois les notifications, soit de vente ou de candidature ou de rendez-vous tomber, c'est quand même Carrément. satisfaisant. Tu vois enfin les erreurs que t'as fait depuis 1 mois ou 2 mois à préparer le lancement, enfin payer, tu vois. C'est ça, exactement. Même si c'est que le début, parce que là tu commences ta phase de vente. C'est pas parce que t'as le rendez-vous de réservé que c'est fini, que c'est assuré, quoi. Exactement. Ouais, en fait, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, vu que en fait, j'ai eu un peu de naïveté, vu que c'était la première fois où je le faisais, et je pensais que j'aurais pas d'objection prix, étant donné que les gens connaissaient le prix dans la masterclass. J'avais indiqué le prix, tout le programme, donc les gens savaient que c'était un accompagnement à 3 000 euros. Et au final, suite à la masterclass, j'ai certaines personnes qui ont annulé l'appel, ou d'autres qui m'ont dit j'ai vraiment pas le budget, etc. et qui n'ont pas signé alors qu'elles le connaissaient. Donc finalement, j'ai eu 15 clients, mais c'est pas ces 15 là, c'est pas ces 15 appels là, pardon. Ok. Au total, tu dirais que t'as eu combien d'appels? Au total, je pense que j'ai fait au moins 45 appels, hein, voire plus. 45 sur du coup 15 clients signés, ça fait 30% à peu près de closing. Ouais. Ok. 45, c'est en comptant les no-shows, les annulations, etc. Ah non, je pense pas que je compte les no-shows. Souvent, je les compte pas. Là, par exemple, tu vois, sur mon deuxième lancement, j'ai dû faire, franchement, peut-être... Mais là, on s'est les a un peu divisés avec Héloïse, on a dû faire 50 appels. Par contre, ouais, non, peut-être 45. Par contre, si je te compte les no-shows, oula, je t'en rajoute au moins 10 facile, voire un peu plus. Est-ce que tu as une stratégie pour rattraper ces no-shows-là ou tu les laisses partir? Alors, là, sur le deuxième lancement, alors déjà, pour ceux qui ont l'objection prix, maintenant, j'ai créé une downsell à moins de 1 000 euros, à 990 euros, que j'ai proposé aux personnes qui n'avaient pas le budget. Donc là, par exemple, sur mon deuxième lancement, j'en ai signé 3 comme ça. Et je pense que je vais en signer d'autres un petit peu sur cette petite offre. Et je vais leur proposer de faire le coaching à la rentrée en déduisant le prêt investi. Donc voilà, ça a été ma stratégie et ça marche. Sur les no-shows, là récemment, j'ai mis en place une nouvelle stratégie qui fonctionne un peu mieux. Donc déjà, moi, dans les formulaires, je prends toujours le numéro de téléphone. Ça, c'est hyper important et je le recommande à tous ceux qui nous écoutent. Comme ça, déjà, quand j'ai une personne qui est pas là, je lui téléphone. Mais avant, de manière automatisée, il y a toujours l'envoi d'un SMS. Parfois, même quand j'ai un doute sur la personne, je lui renvoie un SMS à la main pour lui dire est-ce que tu es sûre d'être présente, etc. Sauf que même en faisant ces efforts, des fois, j'avais des personnes qui venaient pas, qui me disaient désolé, j'ai pas pu venir, je remets un appel et qui ne reviennent pas au deuxième appel, etc. Donc maintenant, je leur envoie une vidéo de moi où je leur demande de valider leur présence et d'être bien ponctuel au rendez-vous parce que mon temps est précieux. Donc je leur précise. Et là, du coup, les personnes, elles me disent oui, je suis bien présente, etc. Et là, du coup, maintenant, j'ai presque plus de no-show parce que du coup, je qualifiais bien les appels. Cette vidéo que tu envoies, c'est automatisé ou tu l'envoies toi à la main? Moi, je suis nulle en technique. Hein. Donc, pour le moment, je suis en train de l'envoyer moi-même à la main, mais effectivement, j'aimerais automatiser tout ça à terme. Intéressant. Bah moi, je suis plus quelqu'un de technique. Du coup, c'est quelque chose que je faisais pour mes clients avant de prendre des appels pour moi-même il y a 3 ans à peu près. C'est du coup quelque chose que j'ai mis en place dès le début. Par exemple, j'utilise un outil comme Calendly. Ouais. Enfin, j'utilise pas Calendly, mais un équivalent. Et dedans, bien sûr, du coup, il y a le SMS un jour avant et par exemple 2 heures avant. Et c'est vrai que j'ai quasiment jamais de no-show. Ça aide parfois d'avoir ce SMS. Par contre, le message vidéo, j'ai pas pensé. Mais ça peut être intéressant de l'automatiser aussi dans les emails de relance avant le rendez-vous. Ça, c'est vrai que je pourrais l'automatiser. En fait, c'est que, tu vois, j'ai mis un message automatique sur Calendly, mais ça n'empêche pas qu'il y avait des no-shows. Donc, c'est pour ça que là, la vidéo, avec demander à la personne de dire oui, je serai bien présente,
Là, ça marche un peu mieux. Mais effectivement, ça pourrait être pertinent de l'automatiser, ouais, carrément. Ok, intéressant. Alors, tu as eu une quinzaine de ventes. Si on parlait en termes d'inscrits à ton événement, à ta masterclass, tu dirais que tu as eu à peu près combien d'inscrits ? Alors, sur ma première masterclass, j'ai eu 260 inscrits. Et j'ai eu un peu plus de 100 personnes présentes sur le live. J'en avais entre 100 et 105, ça variait un peu pendant le live. Par contre, la majorité, ils ont été présents, on va dire, sur tout le live, quoi. Ok. 100 sur 260, ça fait à peu près 38% de taux de présence, qui est à peu près correct. Après, il y avait pas mal de gens aussi qui m'avaient dit « Je peux pas être présent, mais je veux recevoir le replay. » Et par contre, on a généré pas mal d'appels sur la team replay aussi. Ok, intéressant. C'était 100% organique ou t'as utilisé de la pub aussi ? Je réfléchis. Sur mon premier lancement, j'ai pas fait de pub. Là, sur le deuxième, j'ai commencé un petit peu à le faire, mais c'était 100% organique sur le premier. Ok. Là, sur le dernier, t'as mis combien de budget pub ? J'ai pas mis beaucoup. J'ai vraiment commencé, je mettais 5, 10, 15 euros maximum par jour. J'ai commencé tranquille. Ok. Enfin, j'ai dû faire genre 300 euros de pub, hein. J'ai pas mis beaucoup. Ouais, ça va quand même. C'est ok. Ok, donc t'as majoritairement généré des inscrits via l'organique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, c'était quoi ta stratégie ? C'est qu'en gros, tu faisais un post par jour sur tes réseaux sociaux ou autre chose ? Déjà, évidemment, vu que moi, mon truc, c'est la prospection, j'ai prospecté. Donc, c'est-à-dire que je suis allée échanger avec toutes les assistantes virtuelles qui me suivent sur Insta pour leur proposer de s'inscrire à ma masterclass. Pareil avec les assistantes virtuelles qui me suivent sur LinkedIn. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai eu la majorité de mes inscrits. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah ok, je suis intéressée, je m'inscris », tout simplement. Héloïse, qui est avec moi, pareil, elle a une newsletter qui s'adresse aux assistantes virtuelles. Donc, on a communiqué via sa newsletter. Voilà. Et après, effectivement, on a créé pas mal de contenus. Donc, des lives, des stories, des contenus sur LinkedIn, des contenus sur Instagram, live avec les anciennes clientes, ou avec appel à l'action pendant le live. Si tu veux réussir comme telle cliente, passe à l'action, réserve ta place pour la masterclass, etc. En termes de volume de contenu, est-ce qu'on est à un contenu par jour, moins, plus ? C'est une bonne question parce qu'en fait, on faisait des contenus avec Héloïse très réguliers, mais pas forcément tous liés à la masterclass, parce qu'il y en avait aussi dans le but d'attirer, d'éduquer, de convertir notre cible. Je pense que j'étais entre 3 et 5 contenus par semaine sur Insta et LinkedIn, et plus dans la newsletter. Ouais. Il y a un truc en ce moment qui se passe sur les contenus. Enfin, depuis quelques mois, je le remarque personnellement, à la fois pour moi et à la fois pour mes clients. Est-ce que toi aussi tu le remarques ? C'est en fait le baisse du reach, de la portée des posts. Ouais, moi franchement, avant sur LinkedIn, je suis sur LinkedIn par exemple depuis 2018-2019. Je fais un peu partie des vieilles personnes de la plateforme. Et avant, quand je postais très facilement, j'avais beaucoup d'engagement, beaucoup de reach. Maintenant, moins, mais ça n'empêche pas d'avoir des personnes qualifiées. Ouais. Est-ce que tu continues à faire ce que tu faisais avant ou est-ce que tu as changé un peu ta stratégie depuis que le reach baisse un peu ? J'ai changé un peu ma stratégie. Donc j'ai arrêté certains posts. Par exemple, avant je faisais tout le temps les actualités social media de la semaine, etc. Ça marche plus, j'ai arrêté. Je fais plus de storytelling, des storytelling avec une photo de moi par exemple. Ça marche très bien. Je prends position sur mes valeurs. Donc par exemple, je fais des posts qui vont parler de la place des femmes dans la société, dans l'entrepreneuriat, etc. Ou des témoignages de mes clientes sur ces sujets. Ça marche très bien. Donc et après, en ce moment, ce qui marche bien pour moi, c'est les vidéos sur LinkedIn. Alors qu'à la base, ça marchait pas trop. Mais là, ça commence à bien marcher aussi, ça. J'ai commencé à tester un peu et ça dépend des sujets, mais un peu du coup comme pour tout. C'est ça. On arrive sur un sujet qui m'intéresse de plus en plus et que mes clients utilisent pas trop. Tu m'as dit que tu allais chercher quand même via la prospection des inscrits. En quelques mots, c'est quoi ton mode opératoire ? Alors, déjà, en fait, donc de mon côté, je prospecte tout le temps. C'est-à-dire que avec ma stratégie de contenu sur les réseaux, la routine d'engagement, j'ai toujours des nouvelles personnes qui s'abonnent. Là aussi, j'ai mis en place, par exemple, récemment, un jeu concours pour renouveler mon audience d'assistantes virtuelles pour en prospecter pour la prochaine masterclass.
Ça, c'était un objectif, ce qui a marché, parce que j'ai eu du coup peut-être 200 assistantes virtuelles, des profils vraiment qualifiés qui se sont abonnés. Et comme ça, je leur souhaite la bienvenue, j'échange avec elles, etc. Enfin, moi, je prospecte toujours les gens de mon audience. Et comme ça, le jour où j'ai une masterclass, je vais leur dire, par exemple, salut Christine, souvent on s'est déjà parlé. Donc, salut Christine, comment tu vas? Là, justement, je vais faire une masterclass. Toi qui es assistante virtuelle, ça va t'intéresser. Je vais parler de ça. Est-ce que tu veux t'inscrire? Voici le lien. Et du coup, il y en a, elles me répondent, ah ouais, ça m'intéresse, Clem. Ou alors, elles vont me dire, désolé, je suis pas dispo, c'est l'heure où j'ai le foot de mon fils, par exemple. Et du coup, je vais lui dire, ok, écoute, tu peux regarder le replay et tu me diras ce que t'en as pensé. Et évidemment, après la masterclass, je retourne les voir. Je leur dis, coucou, est-ce que t'as eu le replay? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Etc. Et même, toutes celles qui étaient pas là à la masterclass, qui se sont abonnées après ou autre, je leur envoie le replay. Je leur envoie le replay en DM. Je leur envoie le lien. Et même là encore, en fait, c'est-à-dire que, tu vois, entre la masterclass et la fin du coaching, souvent, il se passe 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, j'utilise le replay et je l'envoie par message aux gens en leur disant, tiens, découvre le programme, etc. Dis-moi ce que t'en penses. Et quand j'ai une personne qui réserve un appel sans avoir découvert le programme et le prix, maintenant, pour moins perdre de temps en appel avec des personnes pas qualifiées, je leur demande d'abord de visionner la masterclass et après de me confirmer que le budget et l'offre correspondent. Quand tu dis prospection, du coup, c'est beaucoup d'échanges sans objectifs de vente derrière, en premier temps. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu découperais ça en phases? Par exemple, quand quelqu'un te découvre, tu vas plutôt lui envoyer un contenu, comme le replay, par exemple, sans attendre que la personne réserve un rendez-vous forcément tout de suite. Est-ce que c'est un peu ça c'est un peu ça que je fais, mais parfois aussi je suis directe, ça va dépendre de comment je sens le prospect. Là, tu vois, par exemple, avant notre rendez-vous, je viens juste de closer la dernière personne avant ma séance qui va être ce soir, tu vois, pour ma promo 2. Et en fait, c'est une personne qui m'a dit « Clem, je suis assistante virtuelle, j'ai vu que tu proposais tel programme, etc. » Je lui ai dit, et du coup, j'ai échangé avec elle. On s'est téléphoné et là, je viens de la closer avant, pile avant le démarrage, 1 heure avant, quoi. Donc, des fois, je vais être cash, en fait. Ou parfois, je vais échanger en vocal avec la personne et la personne, elle va me dire « Ouais, je suis assistante virtuelle, mais j'arrive pas à vivre de mon activité, je trouve pas de clients. » Je vais creuser avec elle et à la fin, je vais lui dire « écoute, je vois que t'as telle problématique. Viens, on échange, on se fait un appel. » Et donc, elle réserve un appel avec moi et je lui dis avant l'appel, regarde la masterclass. Donc, des fois, je vais être rapide. Des fois, quand je sens que c'est des prospects plus froids, qui sont moins conscients de leurs problématiques ou qui sont pas encore assez avancés pour vouloir prendre un appel, là, je vais leur dire je vais plus juste discuter comme ça sans rien attendre au bout parce que je vais me dire ça va être un prospect sur le plus long terme. Parfois aussi, du coup, quand je suis en période de lancement, je vais lui dire tiens, justement, je viens de faire une masterclass, découvre-la si ça peut t'intéresser, etc. Donc, en fait, ça dépend comment je ressens, on va dire, le lead. Ok, intéressant. Tu fais quoi si la personne te dit j'ai pas le temps de regarder le replay, je préfère échanger avec toi directement? Et ça, c'est une problématique que j'ai. Et en fait, je trouve que c'est une erreur que j'ai fait, en fait, c'est des fois d'avoir des replays trop longs. Surtout que des fois, à la fin, je fais questions-réponses, on discute et tout. Donc, je les ai laissés parce que je trouvais que c'était intéressant. Et au final, j'envoie une masterclass de 2 heures. Les gens ont pas envie de la regarder. Donc là, du coup, j'ai décidé de faire une nouvelle stratégie pour les prochains. C'est que je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais faire moi-même une vidéo qui est plus courte, de par exemple 20-25 minutes, que je vais leur envoyer, qui soit plus digeste, plus facile à consommer, quoi. Est-ce que cette vidéo, c'est par exemple que la partie vente de ta masterclass ou en gros tu vas tout condenser à 100%? Je vais essayer de condenser quand même un maximum, dans le sens où si je fais juste présenter l'offre, je pense que ça va pas marcher. Donc je vais essayer de plutôt travailler sur présenter à ma cible les 3 croyances principales qu'elle a. Pourquoi aujourd'hui ce qu'elle fait ça marche pas? Partager quand même des conseils à forte valeur ajoutée qu'elle peut appliquer pour pas qu'elle ait l'impression d'avoir perdu son temps sur la masterclass. Et après lui présenter l'offre avec des témoignages vidéo clients, quoi. Enfin, c'est comme ça que je pensais. Ok, intéressant. À tester. Je veux bien savoir du coup si tu testes, qu'est-ce que ça donne pour toi? Je vais te dire. Parce que j'avais pas pensé à le faire. Mais c'est vrai que par exemple Yacine qu'on connaît en commun et que j'avais interviewé sur ma chaîne aussi, il me disait qu'il faisait ça si le prospect n'avait pas vu sa masterclass, il annulait le rendez-vous. Il avait une case à cocher dans le formulaire de prise de rendez-vous. Est-ce que tu as vu la masterclass? Si le prospect répond non, il annule et lui envoie le lien.
Pertinent, ouais. Ouais. Je pense que ça peut être pertinent quand t'as des gros volumes. Après, si t'as des plus petits volumes, ça arrive à certains clients. Là, Tu les prends. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. ça. C'est Voilà. quand j'ai des clientes, moi, qui ont peu d'appels, je leur dis de faire tous les appels. Sauf que moi, tu vois, j'étais arrivée à un moment où j'avais plein d'appels tous les jours, en plus de mes 25 clientes à gérer, tout ça. Donc, il y a un moment donné où là, je me suis dit, OK, là, l'objectif maintenant, c'est de me qualifier. Mais quand on n'a pas beaucoup d'appels, bah, autant tous les faire quand même dans l'objectif d'en closer un maximum. C'est ça, exactement. Je me rends compte que du coup, on n'a pas parlé de l'offre. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point dessus. Parce que tu as quand même une offre à 3 000 €. J'ai pas mal de clients qui ont une objection de c'est la crise, les gens achètent plus, etc. Là, tu es sur un accompagnement qui est quand même high ticket. Déjà, c'est sur combien de temps? Alors, déjà, je trouve que c'est une fausse excuse. Si vous savez lever les objections, vous savez vendre, vous pouvez vendre des accompagnements à 3 000 €. Ça, c'est clair. Et surtout, si vous avez une bonne offre. Donc, aujourd'hui, moi, mon offre, donc, elle aide les assistantes virtuelles, soit qui démarrent de zéro, soit qui sont déjà lancées depuis 1, 2, 3 ans. J'en ai en coaching, mais qui atteignent pas leurs objectifs de chiffre d'affaires quand même, qui ont un vrai blocage. Et du coup, moi, ma promesse, c'est je t'accompagne à devenir une assistante virtuelle premium et à remplacer ton salaire en chiffre d'affaires. Le coaching, il dure 15 semaines. Donc, on va dire quasiment 4 mois. C'est 3 mois et 3 semaines. Donc, voilà, quasiment 4 mois. Du coup, je fais 3 lancements par an. Et voilà. Et en fait, du coup, on va avoir des séances de coaching en direct. D'ailleurs, pour moi, c'est que du coaching en direct dans le sens où, pour 3 000 €, par contre, je ne fournis pas que de la formation en ligne. Ça, j'aime pas. Donc, on fait vraiment du coaching, si tu veux, avec des séances en direct toutes les semaines, plus des exercices, des corrections individuelles, un groupe Discord où on répond aux questions des filles avec Héloïse et Marie-Émilie, ma Customer Care, tous les jours. On les accompagne, même si elles ont besoin d'un point téléphonique, peu importe, on est toujours là. Moi, je fais des semaines de prospection où je prospecte avec elles en direct pour les forcer à prospecter et être sûr qu'elles aient du coup vraiment les résultats. Et en plus, elles ont accès à la communauté, un événement présentiel par trimestre que j'organise dans différentes villes en France. Et elles ont également accès à la plateforme de formation avec des formations LinkedIn, Insta, commercial, métier. Mais ça, c'est plus du bonus puisqu'on va tout travailler en fait en séance de coaching avec elles. Ok. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la promesse de ton offre? Du coup, la promesse, c'est deviens une assistante virtuelle premium et remplace ton salaire en chiffre d'affaires. Donc ça dure à peu près 4 mois. Coaching live toutes les semaines. Est-ce qu'il y a quand même une partie formation en asynchrone à regarder? Alors, en fait, chaque semaine, vu qu'on a des lives, on va leur expliquer la thématique de la semaine. Par exemple, comment prospecter sur Instagram, admettons. Et du coup, je vais leur expliquer en direct. Et après, je vais leur donner un exercice à faire de prospection. Et je vais répondre à toutes leurs questions en direct, etc. Par exemple, je vais leur faire définir des scénarios et après les corriger. Donc, en fait, je leur donne accès tous les modules de formation, mais c'est du bonus. C'est si elles ont envie, mais c'est pas, on va dire, une obligation. C'est-à-dire que celles qui viennent uniquement au coaching en live peuvent très bien s'en sortir. Fait. Du coup, c'est en format cohorte. Ouais. Donc, on est obligé de suivre les groupes en même temps. C'est-à-dire qu'on peut pas rentrer quand on veut dans l'année. Exactement, ouais. Donc, il y a des lancements, des dates de départ, des dates arrêtées. Là, par exemple, ma prochaine promo, elle commence ce soir. Maintenant, c'est trop tard. Tu peux plus rentrer. Ok. Est-ce que du coup, t'as quand même des gens qui arrivent un peu en retard, qui disent peut-être que j'aimerais bien, et tu leur dis non, ce sera pour la prochaine fois, ou tu les laisses rentrer quand même? Non, je leur dis que ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander un acompte, valider leur place. Et il y en a certains que je signe 2-3 mois en avance. Ça, c'est bien ça. Toujours penser à demander un acompte pour sécuriser la place. Et du coup, ce que je fais, c'est que par contre, je leur ouvre souvent un Discord facile 1 mois ou 2 en avance. Comme ça, je suis quand même dispo pour les aider et je leur donne un peu de taf ou je leur offre une petite séance de coaching individuel pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils aient, s'ils ont besoin d'un module aussi de formation, je leur donne accès. Mais voilà, je fonctionne vraiment par cohorte parce que vu qu'on suit les élèves, on les corrige, on les accompagne, etc., tu peux pas arriver au milieu si t'as loupé le début, quoi. Là, c'est ton offre premium en groupe. C'est ton offre signature avec Héloïse, du coup, si je me trompe pas. Est-ce que à côté,
tu continues à prendre des clients en individuel? Alors, à côté, je fais un autre coaching de groupe. Je fais plus d'individuel. Là, par exemple, j'ai pris un coaching individuel exceptionnellement parce que j'ai beaucoup aimé la thématique d'un client et qui rentrait pas forcément dans les codes de mes coachings de groupe. Mais en fait, je fais que du coaching de groupe. Donc, à côté de ça, j'ai mon coaching Destination Girl Boss qui, lui, est pour le coup un coaching 100% vente et prospection, où j'accompagne généralement plutôt des pros de la com. J'ai beaucoup de community managers, de coachs Instagram, des gens qui savent super bien communiquer mais qui savent pas vendre. Et du coup, pendant le coaching, on va prospecter ensemble, vendre ensemble. Je vais leur apprendre toutes les méthodes pour closer, vendre, signer, etc. Et ça, j'en fais plusieurs cohortes dans l'année aussi. Mais je fais des plus petites promos de 8 personnes, par exemple. Et sur des profils plus avancés, sur une cible différente. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je fais plus de coaching individuel. Par contre, j'interviens parfois aussi dans des programmes de formation où on me demande de faire des modules sur la prospection, des masterclass sur la prospection. Je donne parfois aussi des cours en école, mais c'est tout. Du coup, t'as quand même pas mal de pain sur la planche. Oui. Comment tu fais pour gérer ton temps, du coup, quand t'as un programme signature comme ça et que tu fais quand même des petits trucs à côté? Alors déjà, je m'entoure d'une équipe parce qu'évidemment que je peux pas faire tout ça toute seule. Donc par exemple, dans le programme signature, il y a Héloïse qui est cofondatrice du programme. Elle fait des corrections, des séances, etc. J'ai Marie-Émilie, ma super customer care, qui est là pour animer le Discord, gérer toute la partie expérience client, mettre à jour les plateformes de formation, leur donner accès à tout, mettre en place leurs espaces, etc. Évaluer la satisfaction des clients, les booster s'ils ont un coup de blues, etc. J'ai aussi Maxime, mon community manager, qui m'aide sur la partie Instagram. Et après, j'ai des freelances qui m'aident un petit peu. Par exemple, en ce moment, j'ai Théo qui me fait mes montages vidéo sur YouTube ou voilà, ce genre de choses. Donc, quand même, je m'entoure, je délègue et j'ai projet aussi de recruter à la rentrée. Donc, je vais recruter aussi plus sérieusement et je vais arrêter de passer que par des freelances. Donc, s'entourer, c'est important. Après, vu que j'ai fait beaucoup de coaching de groupe, du coup, au final, j'ai quand même des process assez précis. Du coup, ça fait que c'est pas galère. En fait, j'ai des process d'onboarding. Je sais comment tout va se dérouler, etc. Il y a des intervenants aussi qui font des masterclass au sein du programme. Et je pense que je suis assez efficace, assez rapide dans ma manière de travailler. Et par contre, c'est vrai que le revers de la médaille, je travaille beaucoup. Ça, c'est vrai. Je vais pas vous faire des promesses. Oui, je travaille 10 heures par semaine depuis Bali. Pas du tout. Ouais. C'est la question que j'allais te poser du coup. Tu dirais qu'en moyenne, tu travailles combien d'heures par semaine? C'est difficile à dire parce qu'en fait, ça dépend. Des fois, en période de lancement, je vais travailler les soirées et les week-ends aussi. En période un Normal. peu plus light. Bon, après, je suis quand même toujours en lancement vu que j'ai quand même 2 coachings de groupe. Mais en période un peu plus light, je vais pas travailler les week-ends. Mais voilà, des fois, ça peut m'arriver de bosser un lundi jusqu'à 23h. Après, c'est pas le cas tout le temps, je vous rassure. Donc, c'est difficile pour moi de l'évaluer. Je dirais que je bosse entre 40 et 70 heures par semaine parce que du coup, c'est hyper variable. Mais en tout cas, je bosse beaucoup. Ouais. Je tends à continuer d'optimiser mes process, m'améliorer, etc. Mais personnellement, j'ai pas trouvé de recette magique pour avoir autant de clients, faire un accompagnement de qualité et travailler peu. Ça me dépasse. Ouais. Ouais. En tout cas, je vois ton évolution depuis quasiment 2 ans, donc bravo pour ça. Merci, c'est gentil. Et tu disais que t'étais pas à Bali du coup. Si je me trompe pas, t'es à Lyon, non? C'est ça? Tout à fait. Ouais. J'étais à Lyon il y a quelques années, on aurait pu se croiser. Je serai à Lyon la semaine prochaine avant d'aller à l'île Maurice. Mais ça, je vous raconterai dans un autre podcast. L'île Maurice, ça c'est sympa. Ça fait rêver. Ouais. J'ai vécu 1 an déjà, il y a 1 an, avant de partir en Asie du Sud-Est, pendant 6 mois. Et là, je suis revenu en Europe, mais je me fais pas à l'Europe, donc je vais partir à l'île Maurice. Aïe, ça fait rêver. J'adore. Hâte de voir. Ouais. Ouais, je partagerai ça un peu, parce que la dernière fois, j'ai fait l'erreur de rien partager. Ah oui! Et il y avait quand même pas mal de gens intéressés. Partage sur LinkedIn et sur Insta. Une photo de toi sous les cocotiers.
Bah justement, j'ai pas envie de tomber dans ces clichés-là, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc faut que je trouve ma façon de faire. Ok. Mais intéressant en tout cas, c'est cool de voir que bah pour avoir des gros résultats, faut quand même travailler derrière. Tu vois, ça tombe pas comme ça. C'est pas en travaillant 10 heures par semaine que tu fais des lancements à quasiment 50 000 euros. C'est clair. Ou après, peut-être que certaines personnes réussissent, pas moi. Bah, peut-être sur des niches où tu fais appel à la magie de l'univers, tu fais des sauts quantiques, etc. Mais sur des vraies niches, je pense pas. Enfin, sauf si ça fait un petit moment que tu fais ça, que t'as des process éprouvés, je pense que t'as après une quand équipe t'as une derrière. grosse équipe, quand t'as des gros process, etc. Voilà, quand t'es plus avancé en termes de structuration, peut-être qu'effectivement c'est possible. Ouais. Mais quand tu regardes derrière des leaders de leur marché, comme Aline Bartoli par exemple de The Bee Boost, elle fait des gros lancements à 1 million, mais derrière elle bosse, elle le dit des fois en lancement pendant 3 mois, 70 heures par semaine, facile. C'est vrai, j'écoute son podcast, j'aime beaucoup son podcast et c'est vrai qu'elle se cache pas que ça a toujours été une force de travail. Ça c'est sûr. Donc ça j'ai envie de le dire de plus en plus aux clients et je le vois sur mon bootcamp avec les clients que j'accompagne. C'est dur, il y a beaucoup d'heures à mettre sur la stratégie, mais une fois que tu l'as fait la première fois, et tu me diras si j'ai tort, hein, ça devient un peu plus simple parce que tu as un process, ensuite tu peux le répliquer, tu l'affines un petit peu, ça devient un tout petit peu plus simple, mais derrière il y a quand même une certaine quantité d'heures de travail à fournir. Mais ça c'est clair, il y a une quantité d'heures à fournir. Mais en fait, moi j'ai plus galéré sur le deuxième lancement par contre, mais je trouve que en fait un message important par rapport aux masterclass, et ça je l'ai vu autour de moi, c'est que certains entrepreneurs font une masterclass et après ils atteignent, admettons pas leur objectif tout de suite avec la masterclass et ils se disent ok, lancement échoué, fin. Alors qu'en fait, pour moi, la masterclass, c'est le début. Par exemple, avec Héloïse, sur nos deux lancements, on s'est, alors c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais on s'est cramé jusqu'au bout. Parce que même qu'on a généré des leads avec la masterclass, après, derrière, faut aller les chercher, faut échanger avec eux, faut convertir, faut lever les objections. Et puis finalement, t'en as qui annulent à la dernière minute, faut aller chercher des nouveaux clients, etc. Et c'est quand même notre responsabilité de chef d'entreprise d'aller faire le chiffre d'affaires nécessaire. Et du coup, là, tu vois, par exemple, sur mon deuxième lancement, j'ai plus galéré. Et là, tu vois, jusqu'à la dernière minute, j'ai signé des clients, on a prospecté, on a fait des appels, on a fait des lives, on a fait des newsletters, on a fait des posts, on a envoyé le replay à des personnes, on a réfléchi à des stratégies, on a fait des jeux concours. Enfin, on a fait plein de choses pour atteindre l'objectif, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça c'est sûr que la masterclass, c'est juste le point de départ qui ouvre les portes pour ton produit, que ce soit une formation, un coaching, un bootcamp, peu importe. Mais ça ouvre juste les portes. Ça veut pas dire que quand tu termines ton live, que c'est terminé. C'est juste le début et pendant 7 jours, t'es en phase de vente, tu dois vendre tous les jours. Ouais. Du coup, tu disais que ça s'était moins bien passé sur la deuxième fois. Ça, c'est quelque chose que je vois. C'est un concept que j'appelle la malédiction du deuxième lancement. Ce qui se passe en fait, c'est que généralement, quand tu fais ton premier lancement sur une audience, il y a l'effet de nouveauté. Exactement. Avec un nouveau produit. La deuxième fois, il y a plus cet effet de nouveauté. Ils ont déjà vu, ils ont déjà été exposés. Donc si t'as pas assez renouvelé ton audience, par exemple avec de la pub, en allant chercher de nouveaux prospects, de nouveaux abonnés, de nouveaux abonnés sur la liste mail aussi, pas que sur les réseaux sociaux, dans ce cas, il se peut que le deuxième lancement soit moins rentable, quoi. Exactement. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que sur le deuxième lancement, on a une centaine d'inscrits et pas 260 inscrits sur la masterclass. Et j'ai généré 5 appels, je crois, ou 6 appels pendant la masterclass, donc beaucoup moins. Et au final, sur ces appels, il y en a qu'une qui a signé. Donc, il y en a qu'une qui a signé sur ces appels. Bon, là, au final, j'en ai signé 14 et 3 en downsell. Donc, j'ai atteint le même chiffre d'affaires. Donc, tu vois, au final, j'ai réussi. Mais on a cravaché avec Héloïse à fond. Donc, du coup, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est que on a prospecté tous les jours. Vu qu'on n'avait pas atteint les objectifs, on s'est pas juste dit
Mince, c'est la faute de la masterclass, tant pis. Non, non, non. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Donc, si ça vous arrive et que vous aussi, franchement, on ressent tous de la déception quand on fait un lancement et que ça se passe pas comme prévu, faut se dire, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Donc, nous, on a prospecté tous les jours. On a fait un maximum de publications. On a fait des newsletters tous les jours quasiment. Moi, j'ai lancé une publicité du coup sur ma newsletter, ce qui m'a permis d'avoir peut-être 400 nouvelles assistantes virtuelles dans ma newsletter. Donc ça a plutôt bien marché, avec un lead magnet associé, quoi. Donc ça a bien marché. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un jeu concours, parce que justement, comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'on n'a pas renouvelé l'audience. Du coup, on avait plein de personnes qui nous ont dit, on a déjà vu la masterclass, ça nous intéresse pas. Du coup, on a fait un jeu concours qui était très ciblé et en fait, ça nous a vraiment apporté des assistantes virtuelles. Dans ce jeu concours, on a aussi offert des coachings individuels où on a aidé un maximum les personnes et pour celles et vu que c'était des profils qualifiés, on leur a également proposé notre offre. Après, on a offert des coachings, tu vois, à des personnes qui étaient dans notre cible. Enfin, vraiment, on a mis en place l'affiliation aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais on a développé nos ambassadrices qui sont, tu vois, des affiliés. Et on leur a proposé des commissions, on leur a donné des contenus à partager. Ce qui a très bien marché. Et moi, par contre, ce qui me permet de vendre énormément, c'est les lives. Donc, j'ai fait des lives avec mes clientes parce que vu que j'ai plein de clientes et elles ont toutes des super résultats, à chaque fois, je fais un live avec une cliente différente qui dit, voilà, je suis assistante virtuelle, aujourd'hui, je fais 3 000 € par mois grâce au coaching de Clémentine ou grâce au coaching de Clémentine et Héloïse selon la session qu'elle a fait. Et ça marche super bien parce que quand on appelle découverte, j'ai des personnes, tout le temps, elles me disent, c'est parce que j'ai vu le live avec ta cliente, etc. J'ai organisé des événements, j'en ai fait la promotion sur YouTube, sur TikTok, etc. En fait, ça a été vraiment multicanal. Mais on s'est un peu essoufflé, tu vois, je dois dire, dans ce deuxième lancement. On a fait un peu de pub, j'ai fait des milliers de choses, mais du coup là j'ai réussi à avoir 45 000 €, à avoir 14 coachés sur ce coaching et 3 en downsell, ce qui m'a apporté le même chiffre d'affaires, mais beaucoup moins facilement. Donc là on réfléchit à une nouvelle stratégie sur tu vois le prochain lancement, le troisième lancement qui aura lieu à la rentrée, quoi. Tu dirais que c'est parmi toutes les actions que tu m'as citées là, c'est quoi qui a été le plus rentable ou qui a le plus converti? De mon côté, ce qui a le mieux marché, alors c'est les story ventes. Ah oui, ça pour moi, c'est vraiment mon Pareto, mon 80-20. Je fais des story ventes tous les jours, face caméra et tout. Ça marche super bien. Et les lives, franchement, de mon côté, les lives Instagram avec les clientes qui témoignent de leurs résultats, ça marche parce qu'en fait, ça montre que c'est pas du fake, quoi. Ça montre que c'est des vraies personnes. Et ça marche super bien. Et du côté d'Héloïse, je pense que ce qui a marché de son côté, ça a été son réseau d'assistantes, vu elle fait du recrutement d'assistantes, ses posts LinkedIn aussi, et la prospection. Donc c'est vraiment vu qu'on est deux, on a un peu des canaux différents, complémentaires, et c'est ce qui a fait notre force. Ok, super intéressant. Ouais, du coup, à deux, c'est... j'ai envie de dire c'est un peu plus simple, mais tu montres que non, mais ça aide quand même d'être deux plutôt que un. C'est clair. La plupart de mes clients, ils sont tout seuls sur leur lancement, même s'ils ont une petite équipe derrière. Mais ils ont pas cet associé. Moi avant, je faisais beaucoup de coaching, tu vois, de groupe toute seule, et là d'avoir une autre personne, ça fait que même si par exemple moi j'ai eu des petits coups de blues où je me suis dit mince, je vais pas atteindre mes objectifs et tout, du coup d'avoir une autre personne, Héloïse, qui me dit mais t'inquiète, on va y arriver, tiens, si on testait cette idée, si on essayait ça, etc. C'est vrai que ça booste. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est cool de faire un coaching à deux. Alors il y a une question qui me vient en tête justement, comme vous êtes deux. Comment vous répartissez le chiffre d'affaires sur le programme? Alors, c'est une très bonne question. Et moi-même, je me la suis posée en lancement et je me suis fait d'ailleurs coacher un peu là-dessus, sur ce lancement. Et du coup, de mon côté, je prends 70% des ventes et Héloïse 30%. Tout simplement parce que je fais la majorité des séances de coaching. Donc, par exemple, j'en fais une dizaine à peu près, peut-être 10 ou 11, et elle en fait 4 ou 5, Héloïse. Je fais la majorité des corrections. Enfin voilà, en fait, c'est un peu proportionnel à notre travail. Et je fais aussi quasiment tous les appels de vente. Je gère plus la partie commerciale. Sur le premier lancement, je les ai fait à 100%. Sur le deuxième, j'ai commencé à former Héloïse qui commence à en faire quelques-uns. Donc c'est un petit peu et surtout
à la base, c'était ma communauté, mon projet, etc. Mais j'ai ressenti l'envie et le besoin de m'associer avec Héloïse. Donc, pour le moment, on s'est organisé comme ça, quoi. Ok, intéressant. Merci d'en parler, c'est cool parce que personnellement, je me posais la question et peut-être que certains auditeurs aussi, qu'en fait, quand on est associé, généralement, il faut parler un peu à chiffres quand même, parce que c'est les réalités derrière. C'est clair, et je pense que du coup, ce que je vous conseille, c'est de l'adapter par rapport à la quantité de travail de chacun, et du coup, de bien réfléchir à tout ça avant, et aussi par rapport à qui gère la partie closing commercial, parce que c'est une des plus grosses parties du travail aussi, quoi. Super intéressant. Et il y a une autre question qui me vient en tête par rapport à une précédente expérience que j'ai déjà racontée dans certains contenus où je vais pas revenir là-dessus, je mettrai le lien si jamais je retrouve l'épisode. Comment est-ce que tu as formalisé ça légalement avec ton associé? C'est une bonne question. C'est vrai que je l'ai pas trop fait. Honnêtement, en fait, je travaille avec Héloïse depuis 2020. C'est-à-dire que ça a été ma première cliente assistante virtuelle. J'ai été sa community manager, puis sa coach, puis je l'ai embauchée en coaching elle faisait des masterclass dans mes programmes, puis on s'est associés. Donc c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps. Du coup, en fait, tout simplement, Héloïse, elle va me faire une facture en fait tous les mois de 30% en fait du chiffre d'affaires, et tous les mois je lui verse 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que pour le moment, en fait, si tu veux, on s'est pas associé en mode on est une entreprise qui s'est associée ensemble, on est deux entités différentes. Maintenant, après, j'entends que des personnes ici forcément me diraient Clem, tu devrais le formaliser, tu pourrais faire ci, ça. Peut-être que c'est vrai que je pourrais en parler avec Héloïse. Je fonctionne beaucoup dans la confiance, c'est peut-être un peu naïf de ma part. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ta question mérite réflexion. Ouais. Après, ça fait 4 ans que vous bossez ensemble, donc je comprends mieux, c'est ok, parce que du coup, c'est une personne à qui tu fais confiance, qui a déjà bien travaillé avec toi, sous plein d'aspects. Vous avez déjà collaboré, tu as travaillé avec elle, elle a travaillé avec toi, c'est-à-dire tu as été sa CM, elle a coaché pour toi. Donc je comprends mieux. Moi, ça fait juste écho à une précédente expérience où du coup, il n'y avait pas ce côté confiance pendant des années avant. Donc c'est ok, c'est moins risqué, mais j'aurais tendance demain, si je trouve une sorte de partenariat comme ça à formaliser à chaque fois maintenant. Ça va vacciner. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. En plus, je sais que Héloïse, étant assistante de métier, elle est très carrée sur tout. On est très carré sur les conditions générales de vente, sur les relances. Donc, je pense que je pourrais lui en parler. Ça pourrait être bien, effectivement, pour tout le monde. J'y avais pas pensé, mais tu me donnes l'idée de le faire. Donc, affaire à suivre. Ouais. Les auditeurs, si jamais un jour vous avez une idée de vous associer ou de faire ce genre de partenariat, moi je vous conseillerais toujours d'expérience de le formaliser, qu'il y a un papier derrière qui prouve que vous avez cet accord, qu'il y a tel truc, que c'est effectivement une répartition de 30%, 70%, comment se font les versements, etc. Tu vois. Voilà. Bon personnellement, je pense qu'on a déjà fait le tour du sujet, on a abordé pas mal de sujets, du coup on va arriver à la question un peu signature du podcast, en tout cas la question du moment. Imaginons que demain, on te propose 1 minute d'audience télé avant l'émission Qui veut être mon associé, pour faire passer un message à des assistantes virtuelles, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Alors, tu veux dire pour des personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées ? Ça dépend, c'est toi qui vois. Ça peut être juste aussi des solopreneurs comme toi, tu vois. Des coachs, des formateurs. En gros, t'as un message, ton message le plus important à faire passer à des entrepreneurs, des indépendants. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Alors, moi, ce que j'aimerais leur dire, parce que je trouve que ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est vraiment formez-vous, faites-vous coacher sur la partie vente et prospection. C'est le plus important. Si vous savez vendre, vous aurez une entreprise sécurisée, prospère. Il faut pas se reposer seulement sur la communication, sur des piliers comme ceux-là qui, peuvent sembler plus faciles, mais n'apportent pas de la sécurité. Prenez la responsabilité de votre entreprise et osez prospecter, osez vendre, et ça, vous pouvez le faire sans passer pour un vendeur de tapis et avec éthique. Voilà.
Top, ça c'est cool. Et j'avoue que c'est un sujet que moi j'ai pas trop creusé, mais je vais le faire là, sur LinkedIn. Non mais ça La prospection. C'est hyper important parce que tu vois, même je pense que les gens ils peuvent t'appeler Kevin en attendant une stratégie miracle. Mais il y a rien de miracle et c'est important aussi que les entrepreneurs que tu accompagnes, les entrepreneurs que j'accompagne, les entrepreneurs globalement prennent leurs responsabilités sur leur chiffre d'affaires et soient capables d'aller chercher des clients, quoi. Pour moi, c'est important et je trouve que on n'en parle pas assez. Ça me fait penser à Pauline Sarda. Je suis coach dans son programme, le 3-6. Ouais, je suis passé par le 3-6 aussi pendant un an, il y a 2 ans. Et du coup, c'est un message qu'elle veut faire passer aussi, c'est de pas attendre en mode passif que les ventes ou les rendez-vous soient générés sur notre calendrier juste avec une stratégie de contenu ou avec des newsletters. C'est d'aller chercher les gens qui témoignent d'un certain intérêt. Bah, c'est ça. Tu vois, toi, les gens, ils vont t'appeler Kevin, je veux faire un super tunnel de vente avec une super masterclass. Et s'ils ont pas d'appel après la masterclass, ils vont peut-être dire, bah, oui, Kevin, la masterclass, ça a pas marché. Bah non, en fait, comme tu le disais, c'est le début. Donc, ils peuvent utiliser cette masterclass comme un outil de vente et passer à l'action et aller chercher des clients. Et je le dis ça peut sembler autoritaire, mais vous vous rendrez compte qu'une fois que vous êtes dans cette démarche, vous serez serein parce que vous savez que peu importe ce qui va se passer, vous avez la capacité d'avoir des clients. Et moi, je trouve que ça apporte une certaine paix d'esprit qui est importante. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. Ouais. Et c'est quelque chose que je vais mettre en action, c'est quelque chose que j'ai déjà annoncé à mes clients en tout cas, c'est justement de pas attendre que par magie la masterclass génère, bien sûr elle va générer un nombre de rendez-vous, un nombre de ventes peut-être, bien sûr les emails que tu vas envoyer après vont peut-être générer des emails, carrément. Des ventes, des rendez-vous ou des ventes, mais c'est pas tout, il faut aller chercher ces gens-là. Par exemple, tu regardes les gens qui ont cliqué dans les emails, si jamais ils ont pas réservé un rendez-vous, c'est qu'il y a une objection derrière. Tu vas les chercher en individuel. Pareil, sur Insta, sur LinkedIn, il y a des gens qui commentent mais qui réservent pas des rendez-vous. Pourquoi ? Tu vas les chercher. C'est ça. Et en fait, vous avez une mine d'or dans vos DM, dans vos boîtes mail et ce serait dommage de pas les exploiter. Top. Bah, super message. Merci beaucoup, Clémentine. Si jamais on veut te retrouver, où est-ce que tu aimerais que les gens viennent te voir ? Alors, vous pouvez me retrouver en priorité au nom de Clémentine Hedon, Hedont, sur Instagram. Je partage un maximum de contenu à forte valeur ajoutée, des stories quotidiennement. Je vous donne des conseils en vidéo que vous pouvez appliquer, même concrètement sur la vente et sur la levée d'objections. Également sur LinkedIn et sur YouTube. Ah, je savais pas que tu étais sur YouTube. Récent, je vais aller voir récent. Ça. On vous mettra tous les liens en description. Bah, merci beaucoup Clémentine, c'était un plaisir. C'était super intéressant comme épisode. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci Kevin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.